Chers amis bricoleurs, bonjour. Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose, même peut-être plusieurs choses, mais sur plusieurs vidéos. Ouais, je trouve pas mes mots. Je trouve pas mes mots parce qu'en définitive j'ai fait un constat qui est un petit peu amer. Quels que soient les sites où l'on commande, il faut être relativement attentif à ce qu'on commande. Notamment, un petit constat, c'est qu'a priori il existe pour un même produit des prix très variables. Et je me pose la question de savoir si le prix ne déterminerait pas la qualité du produit final vendu. Donc c'est une question que je laisse ouverte, peut-être que certains d'entre vous ont une réponse. Ceci dit, c'est un constat que j'ai fait sur un certain nombre de produits. À force de chercher toujours les mêmes produits que ceux déjà vus et chercher le moins cher parmi ceux-ci, je fais le constat que très souvent, les produits qui me sont envoyés, que ce soit par Banggood ou eBay ou autre, quoique eBay, le problème se présente moins souvent quand même qu'il ne s'est présenté sur le site Banggood. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente quelque chose que vous avez déjà vu sur de nombreuses chaînes, et notamment la chaîne de Guy de Mérignac, syrup.org. C'est ce petit truc-là. Voilà. Donc c'est un testeur de batterie qui permet de déterminer la capacité de la batterie. Alors moi j'utilise énormément de batteries, pas forcément d'ailleurs que des batteries de ce type-là, des 18650. J'utilise beaucoup de batteries au plomb dans mon métier. Enfin, j'utilise, moi pas personnellement, mais mes clients oui. Et du coup, je me suis posé la question de savoir si on pouvait déterminer la capacité de ces batteries, sachant que ce sont des batteries qui sont relativement costauds, qui font entre 20 et 73 ampères heure. Alors je serais curieux de savoir si cette petite chose est capable de déterminer leur capacité. Ceci dit, c'est pas tellement pour le prix que ça nous a coûté. Ça me permettra déjà de me faire une idée sur le type de produit et puis peut-être monter en gamme par la suite ou l'utiliser pour des batteries moins importantes. Voilà. Alors les choses que je vais vous montrer sur ce produit, en fait je viens de le recevoir, je l'ai reçu ce matin. Les choses que je vais vous montrer, en fait c'est le premier constat. Ça va être les soudures. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'ont été fait les brasures, pardon, et l'implantation des composants. Alors pour ce faire, j'ai mis le microscope en marche. On va faire un petit zoom sur l'écran parce que le reste n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, en espérant que vous entendiez les commentaires que je ferai. Voilà, donc on attaque. Alors toujours, je me répète, hein, mais c'est des vidéos que je fais quasiment en one shot. Donc c'est un exercice un peu particulier, il faut bien avouer. Je ne suis pas forcément bien préparé. Peut-être qu'il me faudrait un régisseur et une régie pour faire ce genre de choses. Voire même peut-être un jour faire du direct, qui sait. Voilà. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal sur l'écran. Voilà, je pense qu'on est plutôt bien. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on rencontre comme problématique. Alors moi ce qui me pose souci c'est que je souhaite faire qu'on appelle ça, un boîtier pour de nombreux montages. Et premier constat, on s'aperçoit ici notamment que les diodes ne sont pas forcément placées correctement. Donc c'est pas qu'elles soient tordues, c'est juste qu'elles sont soudées de travers. C'est un peu pénible, un petit peu comme l'afficheur qui là n'est pas implanté de manière correcte. Voilà, celui-ci non plus. Enfin, tout ce qui est du domaine de l'affichage est un petit peu de travers. On s'aperçoit également ici que l'implantation, notamment du jack, du système à prise rapide, n'est pas forcément implanté correctement, ce qui fait que dans un boîtier, même si on respecte correctement les cotes, on va se retrouver avec quelque chose d'un peu embêtant puisqu'on aura une prise de travers. Alors là pour le moment c'est pas trop dramatique, l'ensemble du circuit est plutôt bien réalisé, je dirais sur la partie CMS, enfin de ce que je constate.
Parce qu'en fait, je découvre un peu en même temps que vous, à l'exception de quelque chose que j'avais déjà repéré, qui était flagrant. On va retourner la platine. Et là, vous allez voir la catastrophe de ce qu'on découvre. Donc déjà, c'est assez dégueulasse. Il y a du flux de partout. Donc ça, c'est pas trop dramatique. Par contre, alors qu'est-ce que j'ai fait de l'aiguille? On va prendre ça, ça devrait le faire. Alors, si on gratouille un petit peu le flux, on s'aperçoit en dessous du flux qu'il y a des éléments métalliques, donc de la brasure, sous forme de gouttelettes. Alors, c'est pas le genre de truc qui me réjouit toujours, ça. Ceci dit, c'est pas ce qu'il y a de plus embêtant. Alors ici, par exemple, on voit un morceau de fil, ouais, bon, si on veut. Une chose qu'il faudra peut-être recouper, parce que c'est franchement pas top. Alors, c'est pas dramatique, c'est pour le capteur de température. Et la chose la plus choquante, c'est celle-ci. Donc sur le MOSFET je sais pas c'est lequel celui-là. Si c'est un MOSFET d'ailleurs. Ça a l'air d'être une diode de redressement. J'arrive pas à lire la ref. Bon bref, peu importe. Donc ici on a un IRFP 150N et à côté on a un 3045 CT, c'est peut-être une diode, je sais pas. Une diode fast ou je sais pas ce que c'est ce truc. Il faudrait que j'aille regarder le datasheet. Bon, je connais pas les composants par cœur. Enfin bon, bref. Donc le truc qu'on s'aperçoit, c'est que sur ce fameux composant à 3 pattes là, qui doit peut-être une diode double, je pense. Donc là, on s'aperçoit ici que les brasures sont très mal faites. Non seulement très mal faites, mais en plus de ça, ici on s'aperçoit directement qu'il y a un court-circuit. J'ai bien fait de ne pas tester directement le boîtier, parce que là je pense que j'aurais eu une petite surprise. Voilà. Donc ça c'est franchement dégueulasse. Après le reste des brasures, on va dire que c'est du ROHS, quoi, comme d'habitude, c'est de la brasure qui va craquer. Surtout que là on va monter en température, donc c'est des brasures qui vont fortement travailler dans le temps. Voilà. Donc là pareil, ça c'est mon connecteur d'alimentation, donc on s'aperçoit ici que la soudure n'est pas faite correctement, qu'il y a de la brasure un petit peu partout là, qui se promène n'importe comment. Le flux a été nettoyé comme je te pousse. Voilà. Donc ça, ce sont les premières choses que j'ai pu identifier. Voilà, encore une fois, de la brasure qui se promène sur la piste ici. Donc tout ça, ça va nécessiter un gros nettoyage. Éventuellement, je vais rajouter moi de la brasure au plomb, parce que le ROHS, j'aime vraiment pas ça. C'est quelque chose qui, dans le temps, ne tient absolument pas. Surtout quand on a des objets qui ont des appareils qui ont une tendance à chauffer. Là par exemple la brasure, on s'aperçoit qu'elle est faite presque correctement et puis ici, pouf, elle s'est cristallisée en se cassant. On ne voit pas forcément très bien. Voilà. Elle s'est cassée ici de ce côté là. Donc on a eu une bulle d'air a priori. Ici on a une brasure qui est complètement gonflée. Donc est-ce qu'il y a une bulle en dessous? Je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut identifier d'autre là-dessus? Pas grand-chose. On a ces deux-là, qui ne doivent pas être dramatiques, mais elles seront refaites quand même. Alors là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, la brasure, enfin du flux, je sais trop pas quoi. C'est une sorte d'autocollant. Enfin, bref. Donc voilà. Donc les brasures sont vraiment dans un état assez pourri, je trouve. Notamment là, on s'aperçoit ici que on a comme du germanium qui se serait formé alors qu'il n'y a pas de plomb. Ça ressemble alors ça doit être encore une fois du flux qui a fait ça. Là ça a l'air correct.
Bon voilà, à part ces quelques petits points de détail, je dirais, un peu particuliers, pas grand chose de dramatique. Ceci dit, je vous invite assez fortement à regarder vos circuits avant de les mettre en fonctionnement, parce que là par exemple, ça c'est un cas typique où votre produit ne va pas fonctionner. Vous allez perdre du temps à appeler Banggood qui va vous dire oui machin, envoyez-nous une photo. Bon bah là je crois que c'est clair, il n'y a pas un, il y a deux courts-circuits. Là il y a de la brasure qui a coulé. Ici ça a bavé aussi. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça doit être au chalumeau, je ne sais pas. C'est particulier. Voilà. Bon, là, ouais, on va dire que c'est à peu près correct. Ici, toujours pareil, le même problème avec ce flux qui reste. Donc là, par exemple, on voit bien qu'il y a eu des différences de température, notamment cette espèce d'irisation un peu bleue. Voilà. Donc ça, c'est assez typique des chocs thermiques. Voilà. Bon, essentiellement du nettoyage, donc je vais déjà commencer par une brosse à dents. Hop. Pour nettoyer un peu tout ça. Essayer d'enlever ce qui peut l'être par une brosse à dents avec un poil mi-dur. Donc la brosse à dents, faut pas croire, hein, c'est un outil vraiment redoutable, même si là ça enlève pas grand chose. En tout cas dans la recherche de panne, moi personnellement je m'en sers beaucoup, notamment sur des composants transperçants ou des électroniques un peu particulières. Parce qu'en fait, on peut taper avec le cul de la brosse à dents sur les circuits. Et puis notamment, la brosse à dents va venir parfois titiller un petit peu. Là par exemple, si j'avais une soudure un peu mal faite ou une soudure sèche, ce qu'on appelle, le fait de venir titiller le circuit alors qu'il est en fonctionnement sur la board, ça me permet de ne pas avoir à faire une inspection totale du circuit et de retrouver assez rapidement des petites pannes de ce genre-là. Bon, l'inspection visuelle est toujours utile, mais dans une recherche de panne, c'est assez flagrant. Enfin, c'est assez utile, pas flagrant, mais assez utile. Donc là, on va essayer de... Voilà. On va dégager les parties de flux solidifiées, rigidifiées. Là. Voilà. Alors je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme flux, c'est bizarre. On dirait une sorte de... On dirait du borax mal brûlé. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Bon là on s'aperçoit que la soudure n'est pas brillante. C'est pas le moins de le dire. Hop. Donc voilà. Donc là par contre on va réattaquer cette partie là. Je pense qu'à mon avis il y a un bout de fil qui s'est mis en travers, c'est assez curieux ce truc. Donc je vais prendre le fer. J'enlève déjà ce que j'ai gratté. Je vais reprendre le fer. Évidemment, il n'y a pas d'eau sur l'éponge. Et puis on va chauffer un petit peu tout ça pour voir un petit peu ce qu'on arrive à extraire. On va remettre en place déjà. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que la boulette ici elle est un peu moche. Voilà, c'est déjà nettement mieux. Ici, attention. Je sais pas ce que c'est que ce truc, on dirait un morceau de fil. Est-ce que ce serait pas un bout de fil qui serait tombé sur la piste? Je sais pas. Ouais, si, c'est ça. Alors, je sais pas ce qu'ils ont pété comme câble, hein, mais... Hop. Ou alors, je sais pas. Ils doivent pas m'aimer, parce que je tombe souvent sur des produits et des circuits qui ont ce genre de montage bizarroïde, là. Ils ont essayé de faire une espèce de renforcement du circuit avec un bout de fil, ou je sais pas.
enfin c'est pas très professionnel je trouve. Donc voilà. Ok. Ok. Wow. Donc là on est passé, l'étain a dû couler de l'autre côté du composant. Ouais, c'est un peu ça. On est passé de l'autre côté. Bon, c'est pas dramatique. Alors quel était l'autre truc que j'avais repéré qui me plaisait pas? Ah oui, il y avait ce truc là. Voilà. Bon, a priori c'est pas dramatique hein, parce que bon c'est sur la masse, mais ceci dit, ça aurait pu entrer en court-circuit avec ceci, donc donner de fausses valeurs en lecture. Là, ça me plaît pas par exemple. Voilà. Encore une fois, c'est une masse, donc pas dramatique, mais bon. Voilà. Alors je suis désolé, hein, c'est pas toujours très clair. Voilà, là par exemple, cette soudure là, elle me plaît pas. Si on regarde la pointe ici, on voit qu'il y a une légère craquelure. Je suis désolé, la panne du fer est un peu grosse. Il y a une légère craquelure sur la pâte. Et donc on pourrait très bien avoir à faire une soudure sèche, vicieuse, en ce sens que l'ensemble peut-être pas ce que je pensais, mais voilà. Donc voilà. Donc là je vais rajouter par contre de l'étain avec du plomb sur certaines brasures. Et on va regarder un petit peu la différence. On va voir si ça crée une petite différence en termes de coloris de soudure, de brasure. Si la brasure prend une teinte un peu différente, et surtout si elle se présente de manière différente à l'extérieur. C'est évident. Bon, ça change pas fondamentalement le truc, mais... Voilà, bon. Alors, elles sont pas plus jolies qu'avant. Qu'est-ce que j'avais repéré aussi comme soudure qui me plaisait pas? Celle-ci, avec son fameux trou là. Alors vous le voyez peut-être pas, mais le trou est caché ici, là, juste de l'autre côté. Allez pas comprendre, allez pas chercher. Alors pourquoi on le voit juste ici là. Alors moi j'aime pas trop quand il y a des trous comme ça. Voilà. Ici elle a l'air légèrement craquelée à la base. Donc pareil, on va rajouter un peu d'étain. Alors celle-ci par exemple, visuellement c'est étrange. On n'arrive pas trop à savoir si c'est soudé correctement, si... ouais. Voilà. Et alors qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? C'était là notamment. On se croirait
dirait 70s là, avec ces, ces effets d'étoiles. Ok. Alors là, pareil, on voit que la piste ici et la vis vient mordre, donc sur la piste. Bon, à voir. Et puis le gros IRFP là, voilà, lui aussi on va lui rajouter un petit peu de brasure au plomb. En sorte que ça ne casse pas. Ah putain, j'ai la carte qui glisse. Chiant. Voilà. Bah alors. Oui, il est tombé. Il faut savoir que le IRFP en fait est collé à son dissipateur, ce qui demande forcément un petit peu de chaleur supplémentaire. Voilà. Et puis alors ce fameux ce fameux plug là, ah putain, oh, lui, c'est juste horrible de chez horrible. Je déteste de voir des trucs comme ça. Un petit coup et hop. Voilà. Elles sont un peu plus brillantes. Maintenant je pense qu'on devrait pouvoir le tester correctement. Donc on refait un petit passage pour voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent, des petits morceaux de métal qui traînent encore. Un défaut de métal, il y a quand même voilà, des petites bulles. C'est très très moche. Alors malheureusement j'ai plus d'acétone, tiens, on voit aussi des petits morceaux de fil ou de cheveux, ou je sais pas ce que c'est. Voilà, hop. Ça c'est une bulle dans le... Encore du flux. Voilà, bon, gratter délicatement, j'ai pas de produit sous la main là, pour nettoyer proprement tout ça. Ici apparemment on a un bus de communication, je dirais. Vu la tronche, ça ressemblerait bien à un ISP ou un porcelaine, quelque chose dans le genre. Ici aussi le connecteur. Ce serait intéressant de savoir à quoi il sert. Voilà. Là par exemple c'est très petit, on le voit quasiment pas, mais ça peut être traite. Alors j'ai pas mon aiguille malheureusement. Oula, celle-ci elle est très mouche.
très moche. Alors encore une fois, même si elle est sur la masse, c'est pas parce qu'elle est sur la masse qu'il faut pas qu'elle soit belle. Bon, j'ai peut-être mis un peu trop de brasure. Et celle-ci me dit quoi? C'est curieux, c'est souvent celles qui sont sur les masses qui sont les plus moches. Bon, ça m'a l'air à peu près correct. Un bon coup de brosse, ça devrait le faire. Elle, ça va quoi? Ouais, ça vient du ventilo. Elles sont pas mal. Bon. Il y a un certain nombre de petites choses à brosser, quoi. Alors ça aussi c'est assez rigolo parce que là on voit bien notre connectique, d'accord, pour la batterie. Ici on a le circuit, puis tout d'un coup ils font une chicane ici avec un circuit relativement restreint. Ici une piste énorme qu'ils ont renforcée, donc sur les doubles diodes, je pense que c'est une double diode ça. Ouais, ça ne peut être qu'une double diode de la façon dont c'est câblé de toute façon. Voilà. Mais alors ce qui est surprenant, c'est cette espèce de chicane. J'ai l'impression que ça doit servir de fusible. Je sais pas. En tout cas, ça doit créer un bon point de résistance ici. Ça va être assez impressionnant parce que sinon ils auraient il doit y avoir une raison, ils n'ont pas fait ça inutilement, je pense. Avec ces 3 points d'arête, ces 4 points d'arête. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté des 4 points? Donc ça n'a pas été fait inutilement, puisqu'en fait, en définitive, on a de ce côté-ci, donc c'est du double face, et sur la connectique, ça vient également en double face, a priori. Donc ils ont renforcé jusqu'ici, et puis ici, il s'arrête aussi. Donc je pense qu'à mon avis, c'est une sorte de fusible, puisque ici on est en double face. S'ils avaient vraiment voulu renforcer le circuit, ils l'auraient fait jusqu'au plot de connexion. Donc ils auraient continué ici, voilà, et puis ils auraient fait le même dessin de ce côté pour venir se brancher sur le truc. Donc je pense que de l'autre côté c'est volontaire. Ici on a des soudures qui sont pas top non plus. Ça, je vais peut-être la regarder quand même parce que je trouve que c'est pas très joli. Alors de ce côté-ci, de l'autre côté de la board, on a une quantité assez importante de flux, de brasure, mais que d'un côté du board. Alors tu me diras, enfin vous me direz, oui, c'est en double face, et puis il y a des trous, et puis ceci, et puis cela. Oui, effectivement. Si je regarde de ce côté-ci la carte, je m'aperçois que les trous vont pas tout à fait au même endroit, a priori. Ici, là. Et ici, on a bien un raccord avec un fil beaucoup plus petit qui lui vient sur la 1 kg. Donc ici, j'ai presque envie de rajouter un peu d'étain en fait, parce que je trouve que c'est pas très joli. Donc je vais me le faire en fait. Voilà, j'ai presque envie, j'ai même carrément envie en fait, donc je le fais. Oups, j'y vois rien. D'accord, ça c'est fait.
que c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus joli comme ça. En espérant que ça ne modifie pas grand chose. Alors vous me direz, je chipote un petit peu, mais oui, j'ai bien le goût du détail sur certains trucs. Alors ici on voit bien qu'il y a une séparation d'ailleurs. C'est plus joli comme ça, mon goût. Après, est-ce que c'est vraiment utile, fonctionnel? Bon, là par exemple, le fait que j'ai rajouté de l'étain, ça a fait couler de l'autre côté, mais bon, ça n'a pas trop débordé. Bon. J'irai let's test. Il n'y a plus qu'à tester. Bon, après de ce côté, c'est pas du matos non plus qui aura coûté très cher à l'entreprise, mais bon. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Tout du moins qu'elle ne vous aura pas déplu, et puis qu'elle vous aura peut-être permis de voir un petit peu mieux ce à quoi on a affaire, et puis éventuellement comment résoudre les problèmes. Alors comme je le disais en début de vidéo, peut-être qu'il existe une différence en fait entre les produits. Pour un même produit, on peut trouver un produit à 10 € comme on peut le trouver parfois à 15, 16 €, avec je dirais les mêmes caractéristiques, les mêmes services fournis, enfin voilà. Alors est-ce qu'il existe une différence notable entre un produit qui va valoir 10 € de plus ou 5 € de plus et un produit qu'on va trouver avec les mêmes références, le même design, la même électronique, moins cher, je ne sais pas. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, je vous invite à vérifier. Oui, je regardais si mon fer n'était pas posé n'importe comment pour éviter de faire des trous, d'abîmer quoi que ce soit. Je vous invite à regarder donc attentivement vos circuits, les platines que vous recevez pour éventuellement résoudre les petits problèmes comme on vient de voir, les courts-circuits qui ne devraient pas exister, enfin ce genre de choses quoi, tout simplement. Bon écoutez, je vous dis à la prochaine, et puis la prochaine ça sera le Pixie. Voilà, ciao.